C'est Saturne. Pourquoi les anneaux de Saturne sont en train de disparaître? À 1,4 milliard de kilomètres du Soleil, dans les régions froides et sombres du système solaire extérieur, se trouve une planète ornée d'une couronne de glace. Cette couronne s'étend sur 282 000 kilomètres d'un bord à l'autre, suffisamment large pour combler la plupart de la distance entre la Terre et la Lune. Mais elle est d'une minceur étonnante. À certains endroits, les anneaux principaux ne mesurent pas plus de 10 mètres d'épaisseur. Si vous réduisiez les anneaux de Saturne à la taille d'un terrain de football, ils seraient plus fins qu'une lame de rasoir. Une structure d'une géométrie si improbable, vaste au-delà de l'imagination, mince au-delà de la croyance. Si vous pouviez vous tenir au sein des anneaux et regarder autour de vous, flotter parmi les particules à un certain point du B-anneau par exemple, vous verriez un paysage extraordinaire. Pas un espace vide, mais un champ dense et lentement mouvant de blocs de glace, allant de la taille d'une boule de neige à celle d'une maison, tous dérivant dans une direction à peu près identique et à une vitesse similaire. Les vitesses relatives entre les particules voisines sont infimes, des millimètres par seconde, comparables à un battement de cœur lent. Elles se heurtent doucement les unes aux autres, rebondissant, tournant lentement, capturant la faible lumière du soleil et la diffusant dans toutes les directions. Au-dessus et en dessous, l'anneau s'étendrait jusqu'à l'horizon. Une plaine plate et scintillante de glace, d'une minceur impossible, s'étendant dans toutes les directions plus loin que vous ne pourriez voir. Saturne se dresserait immense dans le ciel, son atmosphère rayée occupant une grande partie du champ visuel, sa courbure visible, ses systèmes météorologiques discernables. Le Soleil, lointain et faible, illuminerait l'anneau sur le côté, projetant des ombres nettes de chaque particule. Des ombres qui se déplaceraient sur leurs voisines à mesure que l'anneau orbiterait autour de la planète. Vous seriez entouré de glace d'eau, la molécule la plus commune dans le système solaire extérieur, forgée dans les mêmes nuages moléculaires qui ont formé le Soleil, plus ancienne que les anneaux eux-mêmes, plus ancienne que Saturne, peut-être plus ancienne que le système solaire. La glace se souvient de conditions qui n'existent plus nulle part dans cette partie du cosmos. Et elle dérive lentement, grain par grain, vers l'intérieur, vers la planète qui va l'engloutir. Composée de milliards et de milliards de particules de glace d'eau, allant de grains de sable à des blocs de glace de la taille de maisons, toutes en orbite autour de la planète dans un disque plat et scintillant. Depuis 4 siècles, depuis que Galilée a remarqué quelque chose d'étrange dans la forme de Saturne à travers son premier télescope en 1610, les anneaux ont défini la planète. Ils sont la caractéristique la plus reconnaissable du système solaire, l'image unique qui, montrée à n'importe quel humain sur Terre, serait instantanément identifiée. Ils sont magnifiques, ils sont emblématiques, et ils sont en train de mourir. Les anneaux de Saturne ne sont pas des reliques anciennes de la naissance du système solaire. Ils sont jeunes, étonnamment, presque incroyablement jeunes. Les meilleures preuves actuelles, tirées des dernières orbites de la sonde Cassini de la NASA, datent les anneaux à pas plus de 10 à 400 millions d'années. Lorsque les dinosaures les plus massifs parcouraient la Terre, Saturne n'avait peut-être pas encore ses anneaux. Lorsque le Tyrannosaurus rex chassait dans les forêts de ce qui est aujourd'hui le Montana, les anneaux étaient peut-être en train de se former ou avaient déjà commencé à se décomposer. La caractéristique emblématique qui définit la planète est un phénomène temporaire, un ornement fugace sur un monde vieux de 4,5 milliards d'années. Et les anneaux sont en train de disparaître. En ce moment même, alors que vous écoutez cela, des particules de glace des anneaux de Saturne tombent dans l'atmosphère de la planète, attirées vers l'intérieur par la gravité et guidées le long des lignes de champs magnétiques, tombant à un rythme qui draine suffisamment d'eau pour remplir une piscine olympique toutes les demi-heures. À ce rythme, l'ensemble du système d'anneaux aura disparu dans 100 à 300 millions d'années. Saturne redeviendra, une fois de plus, le géant gazeux nu qu'il a été pendant la majeure partie de son existence. Nous vivons dans une fenêtre, un moment bref et improbable
dans l'histoire de 4,5 milliards d'années du système solaire, où Saturne arbore des anneaux et où nous avons la chance de les observer. Cette fenêtre s'est ouverte il y a moins de 400 millions d'années. Elle se fermera dans quelques centaines de millions d'années. Et lorsqu'elle se fermera, personne, aucune civilisation future, aucun observateur lointain ne verra jamais Saturne comme nous le voyons aujourd'hui. Ce soir, nous allons retracer la vie et la mort des anneaux de Saturne, de leur naissance violente, peut-être issue de la destruction d'une lune, peut-être de l'éclatement d'une comète, à leur lente et implacable dissolution, alors qu'ils tombent sur la planète qui les a créés. De la mission Cassini, qui a révélé leur jeunesse, à la physique qui garantit leur fin. Des lunes qui les gardent et les sculptent aux forces qui les déchirent. Car les anneaux de Saturne ne sont pas seulement magnifiques. Ils sont une horloge, et cette horloge tourne. Assurez-vous de vous abonner, car de nombreuses autres histoires cosmiques extraordinaires vous attendent. Saturne elle-même est un monde d'une échelle et d'une étrangeté extraordinaires, même sans ses anneaux. C'est la deuxième plus grande planète du système solaire, 95 fois la masse de la Terre, avec un diamètre de 120 536 km, 9 fois et demi plus large que notre planète. Comme Jupiter, elle est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, avec un petit mais significatif mélange d'éléments plus lourds. Mais Saturne se distingue de Jupiter de plusieurs manières importantes. Premièrement, sa densité. Saturne est la planète la moins dense du système solaire. Sa densité moyenne est d'environ 0,687 grammes par centimètre cube, moins que l'eau. C'est la source de l'expérience de pensée célèbre « Si vous pouviez trouver un océan assez grand, Saturne flotterait ». L'affirmation est physiquement correcte, bien que pratiquement absurde. La faible densité de Saturne est une conséquence de sa composition, principalement d'hydrogène et d'hélium, les éléments les plus légers, et de sa masse relativement modeste. Jupiter, étant 3 fois plus massive, est compressée à une densité plus élevée par sa propre gravité. Saturne, moins massive et moins compressée, se dilate, occupant plus de volume par unité de masse que n'importe quelle autre planète. Deuxièmement, sa forme. Saturne est la planète la plus aplatie du système solaire, aplatie au pôle et renflée à l'équateur d'environ 10%. C'est une conséquence de sa rotation rapide. Un jour saturnien ne dure que 10 heures et 42 minutes, combiné à sa faible densité. La force centrifuge à l'équateur pousse la matière vers l'extérieur, étirant la planète dans une forme visiblement non sphérique. À travers un télescope, l'aplatissement est visible à l'œil nu. Troisièmement, sa chaleur interne. Comme Jupiter, Saturne rayonne plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil, environ 1,8 fois plus. Mais la source de la chaleur excédentaire de Saturne pourrait être différente de celle de Jupiter. Alors que la chaleur de Jupiter est principalement attribuée à une contraction gravitationnelle continue par le mécanisme de Kelvin-Helmholtz, Saturne pourrait avoir une source supplémentaire, la pluie d'hélium. Au cœur de Saturne, à des pressions de millions d'atmosphères, l'hélium devient moins soluble dans l'hydrogène. L'hélium se sépare, formant des gouttes qui tombent à travers l'océan d'hydrogène métallique vers le noyau. À mesure que ces gouttes d'hélium dense tombent, elles libèrent de l'énergie potentielle gravitationnelle sous forme de chaleur, un processus analogue à la pluie de diamants hypothétisée à l'intérieur de Neptune, mais avec de l'hélium au lieu de carbone. Cette différenciation de l'hélium a une conséquence mesurable. L'atmosphère de Saturne est appauvrie en hélium par rapport à la valeur solaire et à celle de Jupiter. L'hélium a plongé. Il tombe de l'atmosphère et s'accumule plus profondément dans la planète. La pluie d'hélium est un processus d'une subtilité remarquable. À des températures et des pressions trouvées au cœur de Saturne, des millions d'atmosphères, des milliers de degrés, l'hydrogène et l'hélium se comportent comme des fluides quantiques, régis par les lois de la physique de la matière condensée plutôt que par la chimie classique. Dans ces conditions, l'hélium devient immiscible dans l'hydrogène métallique.
les deux substances se séparent, comme l'huile et l'eau. Chaque gouttelette d'hélium qui tombe libère une petite quantité d'énergie potentielle gravitationnelle en descendant. Sommé sur l'ensemble du volume intérieur de Saturne, sur des milliards d'années, ce processus génère une quantité significative de chaleur. C'est un four lent et patient, une planète qui se réchauffe par le lent établissement d'un élément à travers un autre. L'observation de l'appauvrissement en hélium dans l'atmosphère de Saturne était l'un des éléments clés soutenant l'hypothèse de la pluie d'hélium. Et cela pourrait expliquer pourquoi Saturne émet proportionnellement plus de chaleur excédentaire que Jupiter. La pluie fournit une source d'énergie supplémentaire que Jupiter, avec ses conditions internes différentes, pourrait manquer. Le champ magnétique de Saturne est plus faible que celui de Jupiter, mais reste 578 fois plus fort que celui de la Terre. De manière unique parmi les planètes, le champ magnétique de Saturne est presque parfaitement aligné avec son axe de rotation. L'inclinaison entre les pôles magnétiques et rotationnels est inférieure à 0,01 degré. Cet alignement presque parfait est théoriquement déroutant, car la théorie du dynamo prédit qu'un champ magnétique purement axisymétrique devrait se dégrader avec le temps et non se maintenir. Un mécanisme doit dissimuler la véritable complexité du champ magnétique interne de Saturne, possiblement une couche de pluie d'hélium qui agit comme une coquille conductrice, lissant toute composante non axisymétrique avant qu'elle n'atteigne la surface. Cette couche de pluie d'hélium, si elle existe, représenterait une caractéristique unique de l'intérieur de Saturne, une barrière conductrice entre le dynamo profond et la surface qui filtre la géométrie du champ magnétique. Aucune autre planète n'est connue pour posséder une telle caractéristique. L'intérieur de Saturne, comme celui de Jupiter, est pensé comme consistant en une enveloppe extérieure d'hydrogène moléculaire, se transformant en hydrogène métallique en profondeur et un noyau d'éléments plus lourds au centre. Mais les mesures de gravité de Cassini lors de la grande finale ont révélé que les vents de Saturne pénètrent beaucoup plus profondément dans l'intérieur que ceux de Jupiter, s'étendant à une profondeur d'environ 9000 km, soit environ 15% du rayon de la planète. C'est 3 fois plus profond que la profondeur équivalente sur Jupiter. La rotation profonde était une découverte inattendue, et cela suggère que l'intérieur de Saturne est moins rigide que celui de Jupiter. Transition d'une atmosphère en rotation différentielle à un intérieur en rotation uniforme se produit beaucoup plus profondément. Le noyau lui-même, comme celui de Jupiter, pourrait être dilué plutôt que compact, une région de concentration d'éléments lourds en augmentation progressive plutôt qu'une sphère rocheuse nettement définie. La masse totale des éléments lourds dans l'intérieur de Saturne est estimée entre 15 et 18 masses terrestres, similaire aux prédictions théoriques antérieures. Mais la distribution de ces éléments, combien se trouve dans le noyau par rapport à ceux mélangés dans l'enveloppe, reste un sujet de recherche active. Et puis, il y a l'hexagone. Au pôle nord de Saturne, un courant jet persistant et à 6 côtés encercle le pôle, une caractéristique atmosphérique hexagonale d'environ 30 000 km de large, avec des côtés plus longs que le diamètre de la Terre. Cet hexagone a été observé en continu depuis les survols de Voyager en 1980 et 1981, perdurant depuis plus de 4 décennies. Sa forme hexagonale est le résultat de la dynamique d'un courant jet ondulant à une longueur d'onde spécifique, produisant une symétrie à 6 volets. Un résultat que l'on peut reproduire dans des expériences de dynamique des fluides en laboratoire. Mais sa persistance, sa stabilité et sa géométrie parfaite demeurent parmi les phénomènes atmosphériques les plus saisissants du système solaire. L'histoire d'observation de Saturne s'étend sur des millénaires. C'est la planète la plus lointaine visible à l'œil nu, un fait qui lui a conféré un statut particulier dans l'astronomie ancienne. Pour les civilisations de Mésopotamie, de Grèce et de Rome, Saturne marquait la limite du cosmos connu. Au-delà, il n'y avait rien, seulement les étoiles fixes, supposées être enchâssées dans une sphère cristalline à la périphérie de l'univers. Saturne était le gardien de cette frontière,
le gardien de la porte la plus extérieure. Cette association avec les limites et les frontières est, avec le recul, tout à fait appropriée. Saturne se situe à un endroit critique dans le système solaire, à la limite extérieure de la région où se sont formées les planètes géantes, au-delà de laquelle les géantes de glace Uranus et Neptune représentent une classe de monde totalement différente. La formation de Saturne, tout comme celle de Jupiter, était une course contre la montre, une compétition pour accumuler suffisamment de gaz provenant de la nébuleuse solaire avant que le disque ne se dissipe. Saturne a gagné la course, mais de justesse, capturant moins de gaz que Jupiter, atteignant 95 masses terrestres au lieu de 318. Si Saturne avait été légèrement plus massif, ou s'il s'était formé légèrement plus tôt, il aurait pu atteindre la taille de Jupiter. S'il avait été légèrement moins massif, il aurait pu finir par devenir une géante de glace. Saturne est également la planète qui, selon l'hypothèse du Grand Tac, a sauvé le système solaire intérieur. Lorsque Jupiter a migré vers l'intérieur, vers le Soleil, au cours des premiers millions d'années de l'histoire du système solaire, c'est la formation de Saturne et son approche subséquente qui ont créé la résonance orbitale inversant la migration de Jupiter. Sans Saturne, Jupiter aurait continué à se rapprocher, devenant un Jupiter chaud et détruisant toute possibilité de planète terrestre. Saturne était le frein, le contrepoids, la planète qui a arrêté Jupiter et l'a renvoyé vers l'extérieur, préservant le système solaire intérieur pour la formation de la Terre. Saturne est un point de lumière jaunâtre et faible qui se déplace lentement contre les étoiles de fond, prenant 29,4 années terrestres pour compléter une orbite. Les Babyloniens l'ont suivi. Les Grecs l'ont nommé Chronos, père de Zeus. Les Romains l'ont appelé Saturne, dieu de l'agriculture et du temps. L'association avec le temps était appropriée. Saturne se déplace si lentement qu'il semblait présider aux âges. Lorsque Galilée observa Saturne pour la première fois à travers son télescope en 1610, il vit ce qui semblait être une planète avec deux compagnons, des poignets ou des oreilles de chaque côté. 2 ans plus tard, les compagnons avaient disparu. Saturne avait tourné ses anneaux de manière à être vu de profil, les rendant invisibles. Galilée était perplexe. Saturne avait-il englouti ses enfants, comme le dieu mythologique? Le mystère ne fut résolu qu'en 1655, lorsque Christian Huygens, utilisant un télescope supérieur, réalisa que Saturne était entouré d'un anneau plat, incliné par rapport à l'écliptique, qui semblait disparaître lorsqu'il était vu de profil et réapparaître lorsque l'angle de vue changeait. En 1675, Giovanni Cassini découvrit le sombre espace dans les anneaux qui porte maintenant son nom. En 1859, James Clerk Maxwell prouva mathématiquement que les anneaux ne pouvaient pas être solides ou liquides. Ils devaient être constitués d'innombrables petites particules, chacune orbitant indépendamment. C'était un triomphe de la physique théorique. Maxwell prédit la structure des anneaux uniquement par le calcul, des décennies avant qu'un télescope puisse le confirmer. Saturne est une planète de superlatifs et d'étrangeté, même avant de considérer ses anneaux. Mais ce sont les anneaux qui font de Saturne ce qu'elle est. Comprendre les anneaux, leur origine, leur âge, leur structure et leur destin a été l'une des quêtes déterminantes de la science planétaire. À travers un petit télescope, même un aussi modeste que celui utilisé par Galilée, les anneaux de Saturne se dévoilent comme un halo lumineux et net. Ils représentent l'un des spectacles les plus gratifiants de l'astronomie amateur, visible même depuis des villes polluées par la lumière. Avec un télescope plus puissant, la division de Cassini apparaît comme une fine ligne sombre. Les différences de couleur entre les anneaux deviennent perceptibles. L'anneau B, légèrement plus brillant et plus blanc, l'anneau A, légèrement plus gris, et l'anneau C, d'une translucidité fantomatique, se détachant contre le disque de la planète. Lorsque les anneaux sont inclinés à leur angle maximal, environ 27 degrés, ils apparaissent larges et majestueux. Lorsqu'ils sont inclinés sur la tranche,
comme ils l'étaient récemment en 2009 et le seront à nouveau en 2025, ils disparaissent presque complètement, réduisant Saturne à une sphère oblongue avec une fine ligne traversant son équateur. Le passage dans le plan des anneaux en 2025 rendra ceux-ci invisibles pour presque tous les télescopes, offrant un aperçu, en quelque sorte, de ce à quoi Saturne ressemblera de manière permanente dans quelques centaines de millions d'années. Pendant quelques mois, les observateurs verront Saturne sans ses anneaux. Puis, l'inclinaison augmentera à nouveau, les anneaux réapparaîtront et la planète retrouvera son apparence familière et emblématique, pour un peu plus de temps. Pour quiconque n'a jamais observé Saturne à travers un télescope, c'est le moment. Non pas parce que les anneaux vont disparaître demain, ils perdureront encore pendant des millions d'années, mais parce qu'il viendra un temps, dans un avenir lointain, où ils seront absents. Et personne qui verra Saturne dans cet avenir ne saura ce qu'il lui manque, à moins que nous ne leur en parlions. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'astronomie, les anneaux de Saturne étaient considérés comme anciens, aussi vieux que la planète elle-même, formés à partir du même matériau qui a construit Saturne il y a 4,5 milliards d'années. Cela semblait intuitif. Les anneaux sont vastes, stables et apparemment permanents. Ils ont été observés pendant 4 siècles sans changement évident. Ils semblaient être une caractéristique primordiale, un vestige de la nébuleuse solaire, un reste du disque de gaz et de poussière dont Saturne s'est condensé. Cette hypothèse était erronée. Le premier défi sérieux est venu de considérations théoriques. Dans les années 1980 et 1990, des physiciens ont souligné que les anneaux de Saturne devraient s'assombrir au fil du temps en accumulant de la poussière interplanétaire, de minuscules particules de roches et de matière organique qui tombent à travers le système solaire à la suite de collisions d'astéroïdes, d'activités cométaires et de la ceinture de Kuiper. La glace d'eau pure, fraîchement exposée, est brillante et réfléchissante. Au fil du temps, l'accumulation continue de matière sombre et non glacée devrait contaminer la glace, réduisant son albédo. Si les anneaux avaient 4,5 milliards d'années, ils devraient être sombres, bien plus sombres qu'ils ne le sont. La luminosité observée des anneaux suggérait qu'ils étaient soit très jeunes, soit continuellement réapprovisionnés en glace fraîche. Le deuxième défi est venu de la dynamique. Les anneaux de Saturne ne sont pas statiques. Ils constituent un système de collision. Des particules se heurtent constamment, échangeant énergie et moments angulaires. Ces collisions provoquent l'expansion des anneaux au fil du temps, comme un jeu de cartes poussé vers l'extérieur sur une table. Si cette expansion visqueuse n'était pas contrôlée, elle entraînerait la dissipation des anneaux. La matière intérieure spirale vers la planète, tandis que la matière extérieure s'éloigne. Pour que les anneaux aient survécu pendant 4,5 milliards d'années, un mécanisme devrait continuellement contrer cette expansion. Bien que des lunes bergères confinent certains des anneaux les plus étroits, aucun mécanisme n'a été identifié qui pourrait soutenir l'ensemble du système d'anneaux principaux pendant des milliards d'années contre cette expansion visqueuse. Le troisième et plus décisif défi est venu de Cassini. Lors de la phase finale de sa mission, le grand final en 2017, la sonde Cassini a réalisé 22 plongées entre Saturne et son anneau le plus interne, s'approchant à seulement 2600 à 3900 km des sommets nuageux. Au cours de 6 de ces passages, Cassini a établi un lien radio de précision avec la Terre, permettant aux scientifiques de mesurer l'attraction gravitationnelle de la planète et de ses anneaux avec une précision extraordinaire. En séparant pour la première fois la gravité de Saturne de celle des anneaux, ils ont pu déterminer la masse des anneaux. Le résultat a été surprenant. Les anneaux ont une masse totale d'environ 1,54 fois 10 puissance 19 kg, soit environ 0,41 fois la masse de la Lune de Saturne, mi-masse, qui était même 2000 fois plus petite que notre Lune. Les anneaux sont légers, bien plus légers que ce que les estimations précédentes avaient suggéré. Et une faible masse implique jeunesse, car un système d'anneaux plus massif
érodé au fil du temps par le bombardement de météoroïdes et l'étalement visqueux, aurait diminué à peu près à cette masse après seulement quelques centaines de millions d'années. Dans une étude distincte, publiée dans Science Advances en mai 2023, le physicien Sascha Kempf et ses collègues de l'Université du Colorado à Boulder ont présenté ce qu'ils appellent la preuve la plus solide à ce jour. En utilisant l'analyseur de poussière cosmique de Cassini, l'équipe a passé 13 ans, toute la durée de la mission de Cassini autour de Saturne, à collecter des grains de poussière dans les environs des anneaux. Ils ont capturé un total de 163 grains provenant de l'extérieur du système saturnien, des poussières interplanétaires tombant du vaste système solaire. À partir de ces 163 grains, minutieusement collectés au cours de plus d'une décennie d'opérations de la sonde, ils ont calculé le taux d'accumulation de poussière interplanétaire sur les anneaux. La méthode est élégante dans sa simplicité. Pensez à cela comme à dater une maison par la poussière sur ses étagères. Une maison neuve a des étagères propres. Une maison ancienne a des couches épaisses de poussière. En mesurant la vitesse à laquelle la poussière s'accumule et la quantité de poussière actuellement présente, on peut estimer combien de temps les étagères ont été exposées. Les anneaux sont les étagères. La poussière interplanétaire, micrométéoroïdes issus de collisions d'astéroïdes, débris cométaires, matériaux de la ceinture de Kuiper, et la poussière. Le niveau de contamination des anneaux, la fraction de matière non glacée mélangée aux particules de glace, et l'épaisseur de la couche de poussière. L'équipe de Kempf a mesuré le taux de chute directement, utilisant Cassini comme collecteur de poussière, et l'a comparé au niveau de contamination observé. La réponse était claire. Les anneaux n'ont collecté de poussière que pendant quelques centaines de millions d'années. Ils sont propres parce qu'ils sont jeunes. Le résultat converge magnifiquement avec la mesure de masse issue de la science gravitationnelle du grand final. Une faible masse implique jeunesse, car un système d'anneaux plus massif et plus ancien aurait perdu de la masse au fil du temps par étalement visqueux et bombardement de météoroïdes, atteignant sa faible masse actuelle seulement après quelques centaines de millions d'années d'érosion. Et les deux résultats convergent avec l'argument de la brillance. Des anneaux anciens devraient être plus sombres. Les anneaux de Saturne sont brillants. Ils sont brillants parce qu'ils sont jeunes. 3 horloges indépendantes, poussière, masse, brillance, affichent toutes le même temps. La réponse ? Moins d'1 gramme par pied carré par an. Une légère saupoudrée, mais suffisante pour s'accumuler avec le temps. En comparant le flux de poussière mesuré avec le niveau de contamination observé dans les anneaux, ils ont conclu que les anneaux accumulent de la poussière depuis au plus quelques centaines de millions d'années. Les anneaux sont jeunes. 3 lignes de preuves indépendantes, la brillance de la glace, la faible masse mesurée par la science gravitationnelle et le taux d'accumulation de poussière convergent toutes vers la même réponse. Les anneaux de Saturne se sont formés entre environ 10 et 400 millions d'années. La plage la plus fréquemment citée est de 10 à 100 millions d'années. Les anneaux sont plus jeunes que les dinosaures. Ils sont plus jeunes que l'océan Atlantique. Ils pourraient être plus jeunes que les montagnes rocheuses. Pour apprécier l'ampleur de cette découverte, il faut comprendre ce qu'elle implique. Pendant 4,1 à 4,4 milliards d'années, soit environ 90 à 98% de l'existence de Saturne, la planète n'avait pas de système d'anneaux marqué. Si vous pouviez voyager dans le temps à l'époque des dinosaures et pointer un télescope vers Saturne, vous verriez un géant gazeux nu, rayé, sans anneaux visibles, ou peut-être seulement un disque de débris naissant et à peine perceptible. Le Saturne que Galilée a observé, que Cassini a exploré, celui que chaque enfant reconnaît dans les illustrations de manuels scolaires, ce Saturne n'existe que depuis moins d'1 dixième de la durée de vie de la planète. Ce n'est pas le vrai Saturne. C'est une version temporaire de Saturne, un déguisement que la planète revêt pour un bref moment de son histoire. Cette découverte a renversé un siècle d'hypothèses. Les manuels qui décrivaient les anneaux comme des caractéristiques primordiales sont en train d'être réécrits. La question a évolué de «
Comment les anneaux ont-ils survécu pendant 4,5 milliards d'années? A. Qu'est-ce qui les a créés si récemment? La réponse à la première question était toujours insatisfaisante. Elle nécessitait d'invoquer des mécanismes sans un soutien d'observation solide. La réponse à la seconde question est plus dramatique et précise. Quelque chose a détruit une lune. C'est une révélation inattendue. Cela soulève une question profonde. Si les anneaux sont jeunes, qu'est-ce qui les a créés? L'hypothèse principale est à la fois violente et précise. Les anneaux se sont formés par la destruction d'une lune. La gravité de Saturne impose une limite à son environnement, connue sous le nom de limite de Roche, la distance à l'intérieur de laquelle les forces de marée surpassent la gravité qui maintient un corps ensemble. Pour un corps glacé près de Saturne, la limite de Roche se situe à environ 140 000 km du centre de la planète. À l'intérieur de cette limite, un objet ne peut pas se maintenir. Les forces de marée de Saturne l'étireront, le fissureront et finalement le déchireront. Si une lune, ou une comète, ou un objet centaure du système solaire extérieur venait à s'aventurer à l'intérieur de la limite de Roche de Saturne, elle serait réduite en miettes. Les débris se répandraient en un disque, se heurtant, se broyant et s'aplatissant progressivement en la fine structure annulaire ordonnée que nous observons aujourd'hui. Ce processus prendrait des milliers à des millions d'années, alors que le nuage de débris chaotiques se stabilisait en un disque lisse à travers d'innombrables collisions douces. La masse des anneaux actuels, environ 0,4 masses de mi-masse, est cohérente avec la destruction d'une lune de taille similaire à mi-masse elle-même, environ 400 km de diamètre, ou légèrement plus grande, une partie de la masse étant perdue dans l'atmosphère de Saturne lors de la disruption initiale et de l'évolution subséquente. En 2022, une étude dirigée par Jack Wisdom au MIT a proposé un scénario spécifique et dramatique. En utilisant de nouvelles mesures de l'inclinaison axiale de Saturne, 26,7 degrés, exceptionnellement élevée pour un géant gazeux, l'équipe a soutenu que Saturne avait autrefois une grande lune supplémentaire, qu'ils ont nommée Chrysalis. Cette lune a orbité autour de Saturne pendant des milliards d'années, dans une configuration stable. Mais les interactions gravitationnelles avec Titan, la plus grande lune de Saturne, ont progressivement perturbé l'orbite de Chrysalis. À un moment donné, peut-être il y a 100 à 200 millions d'années, Chrysalis est entrée dans une zone orbitale chaotique, s'est approchée trop près de Saturne et a été déchiquetée par les forces de marée. La destruction de Chrysalis aurait accompli deux choses simultanément. Premièrement, elle aurait produit les débris qui sont devenus les anneaux. Deuxièmement, la perte de la Lune aurait modifié la dynamique gravitationnelle de Saturne, libérant la planète d'une résonance spin-orbite avec Neptune, qui avait auparavant maintenu son inclinaison axiale. L'inclinaison actuelle de Saturne, légèrement décalée par rapport à la valeur de résonance, est cohérente avec un départ récent de cette résonance, causée par la perte d'une Lune. L'hypothèse de la chrysalide est d'une élégance rare, car elle explique à la fois la genèse des anneaux et l'inclinaison de la planète par un seul événement. Cependant, ce n'est pas la seule possibilité. D'autres modèles avancent l'idée de la destruction d'une lune plus petite par collision avec une grande comète ou un centaure, ou encore la disruption marée d'un objet de la ceinture de Kuiper qui se serait approché trop près de Saturne. L'origine véritable des anneaux demeure incertaine. Ce qui est certain, c'est que ces anneaux ne sont pas primitifs. Ils ont été créés par un événement violent dans le passé relativement récent de Saturne. Il y a une qualité poétique dans l'hypothèse de la chrysalide. L'idée que Saturne a gagné ses anneaux en perdant une lune, que la caractéristique la plus belle de la plus belle des planètes est née de la destruction, résonne avec une vérité plus large sur le système solaire. Beaucoup des caractéristiques les plus frappantes que nous observons sont le produit de catastrophes. La Lune de la Terre est née d'un impact géant. La ceinture d'astéroïdes a été façonnée par la violence gravitationnelle de Jupiter. La petite taille de Mars est une conséquence de la migration de Jupiter. Et les anneaux de Saturne,
la caractéristique visuelle la plus emblématique de toute la science planétaire, pourrait être les restes d'un monde qui a été déchiré. Si la chrysalide a existé, si une lune orbitait autrefois autour de Saturne entre les positions de Titan et Diapétus, une lune peut-être de la moitié de la taille de la lune actuelle, Dionée, orbitant dans la région entre Titan et Iapétus, où aucune grande lune n'existe aujourd'hui, alors cette lune a connu des milliards d'années d'évolution orbitale avant sa rencontre catastrophique finale avec les forces de marée de Saturne. La dynamique de la destruction aurait été spectaculaire. Lorsque la chrysalide a franchi la limite de Roche, les forces de marée de Saturne, la différence d'attraction gravitationnelle entre le côté proche et le côté éloigné de la Lune, auraient dépassé la propre autogravité de la Lune. D'abord, des fissures se seraient formées à la surface. Puis, la Lune se serait allongée, prenant une forme de cigare alignée avec la direction de Saturne. Enfin, elle se serait fragmentée, se brisant en milliers, puis millions, puis milliards de morceaux, chaque fragment suivant sa propre orbite autour de Saturne. Le nuage de débris initial aurait été chaotique, un épais torus turbulent de glace et de roches, se heurtant et se broyant, remplissant une vaste portion de l'espace orbital de Saturne. Au fil des milliers d'années, les débris se seraient aplatis. Les collisions entre les particules dissipent de l'énergie, mais conservent le moment angulaire, et le résultat est un disque plat. La configuration d'énergie minimale pour un système de particules en orbite. Le disque se serait encore affiné, les particules se frottant les unes contre les autres, les plus gros fragments se brisant en plus petits, jusqu'à ce que l'anneau atteigne une structure proche de celle que nous connaissons aujourd'hui. Un disque mince, plat et ordonné de particules de glace orbitant dans le plan équatorial de Saturne. L'ensemble du processus, de la destruction de la Lune à la formation d'un système d'anneaux reconnaissable, aurait pu prendre quelques millions d'années. Rapide selon les normes géologiques, instantané selon les critères astronomiques. Cette Lune a connu des milliards d'années d'évolution orbitale avant sa rencontre catastrophique finale avec les forces de marée de Saturne. Elle s'est formée aux côtés de Saturne, a orbité paisiblement pendant des éons et a été progressivement poussée vers l'instabilité par l'influence gravitationnelle de Titan. Sa mort a été lente à venir, mais soudaine dans son exécution. Et de sa mort sont nés les anneaux, un mémorial, en glace, à un monde qui n'existe plus. Mais l'hypothèse de la chrysalide n'est pas sans controverse. Certains chercheurs se demandent si une lune de la taille requise aurait pu rester dynamiquement stable pendant des milliards d'années avant d'être perturbée et de devenir instable. D'autres ont proposé que les anneaux pourraient avoir été créés par la disruption marée d'un centaure passant, un corps glacé provenant du système solaire externe, plutôt que par la destruction d'une lune native. Une étude de 2024 a même remis en question l'interprétation des anneaux jeunes, arguant qu'un processus appelé éjection de pollution par plus d'anneaux pourrait faire paraître des anneaux anciens plus jeunes qu'ils ne le sont, en expulsant continuellement du matériel contaminé et en exposant de la glace fraîche. Dans ce modèle, les anneaux pourraient avoir des milliards d'années, mais conserver leur éclat en se débarrassant activement de matière sombre. Le débat n'est pas clos, mais le poids des preuves, la faible masse, la grande brillance, le flux de poussière mesuré et les modèles dynamiques continuent de favoriser une origine récente. Les anneaux sont très probablement une addition récente au répertoire de Saturne, né d'une catastrophe et destiné à la dissolution. Et de sa mort sont venus les anneaux, un mémorial en glace d'un monde qui n'existe plus. Ce qui est certain, c'est que les anneaux ne sont pas primordiaux. Ils ont été créés par un événement violent dans le passé relativement récent de Saturne. Les anneaux ne sont pas simplement jeunes, ils sont en train de mourir. Le processus de pluie d'anneaux a été suspecté pour la première fois dans les années 1980, lorsque les images de Voyager 2 ont révélé des bandes sombres étroites dans l'atmosphère supérieure de Saturne à des latitudes moyennes nord. En 1986,
Jack Connerly, du Goddard Space Flight Center de la NASA, a proposé que ces bandes étaient causées par de l'eau tombant des anneaux dans l'atmosphère le long des lignes de champs magnétiques. Les anneaux, constitués de glace d'eau, sont constamment bombardés par les radiations ultraviolettes du Soleil et par des impacts de micrométéoroïdes, qui ionisent les particules de glace, en retirant des électrons et en créant des molécules d'eau chargées. Ces particules chargées sont ensuite capturées par le champ magnétique de Saturne, qui les dirige le long des lignes de champ vers l'atmosphère à des latitudes spécifiques. Les observations réalisées avec le télescope Keck ont confirmé la pluie d'anneaux et mesuré son taux. Les résultats, publiés en 2018, étaient alarmants. James O'Donoghue, auteur principal de l'étude, a estimé que la pluie d'anneaux draine suffisamment d'eau pour remplir une piscine olympique toutes les demi-heures. À ce rythme, l'ensemble du système d'anneaux disparaîtrait en environ 300 millions d'années. Mais la pluie d'anneaux n'est pas le seul mécanisme qui retire du matériel des anneaux. Les dernières plongées de Cassini ont détecté un flux supplémentaire et plus substantiel de matériel tombant de l'anneau D, le plus intérieur, directement dans l'atmosphère équatoriale de Saturne, à des taux allant jusqu'à 10 000 kg par seconde. Cet afflux équatorial, combiné à la pluie d'anneaux magnétiques à des latitudes plus élevées, produit un taux total de perte de masse qui pourrait épuiser les anneaux en moins de 100 millions d'années. La physique est implacable et irréversible. Les micrométéoroïdes de la ceinture de Kuiper frappent en continu les particules des anneaux. Chaque impact éjecte des fragments et crée des particules chargées. Les fragments, plus petits et plus sensibles aux forces de traînée, spiralent vers l'intérieur. Les particules chargées sont canalisées le long des lignes de champ magnétique. Le matériel s'écoule des anneaux extérieurs vers les anneaux intérieurs et des anneaux intérieurs vers la planète. Les anneaux sont un tapis roulant de glace, se nourrissant lentement dans l'atmosphère de Saturne. Le processus est irréversible. Il n'existe aucun mécanisme pour reconstituer les anneaux. Une fois la glace disparue, elle est perdue à jamais. Le matériel qui tombe dans l'atmosphère de Saturne s'évapore dans la haute atmosphère, où il se mélange à l'hydrogène et à l'hélium. La dernière plongée de Cassini à travers cette région a détecté de l'eau, du méthane, de l'ammoniac, du monoxyde de carbone, de l'azote moléculaire et du dioxyde de carbone, tous dérivés des anneaux. L'empreinte chimique du matériel tombant a confirmé que les anneaux en sont la source. Saturne est en train de dévorer ses propres anneaux, et le repas est presque à moitié terminé. Le rythme de la pluie de particules des anneaux de Saturne n'est pas constant. Il varie avec les saisons de la planète, qui durent environ 7,4 années terrestres chacune, en raison de la période orbitale de Saturne, qui est de 29,4 ans. Lorsque Saturne se rapproche du Soleil dans son orbite, le flux ultraviolet augmente, ionisant davantage de particules des anneaux et accélérant la pluie. Lorsque le Soleil éclaire les anneaux sous un angle plus prononcé, pendant les équinoxes de Saturne, le schéma de la pluie de particules change, déplaçant les latitudes où la matière pénètre dans l'atmosphère. Les anneaux constituent un système dynamique, réagissant à la géométrie changeante de l'orbite de Saturne, à l'intensité du vent solaire et à l'impact des micrométéoroïdes en provenance de la ceinture de Kuiper. Chacun de ces facteurs contribue à l'érosion inexorable. O'Donoghue a proposé une métaphore saisissante. Imaginez une baignoire qui se vide lentement, sans robinet pour la remplir. Le niveau de l'eau baisse régulièrement. Parfois, l'évacuation est plus rapide, lors des tempêtes, pendant les changements saisonniers, parfois plus lente. Mais la direction est toujours vers le bas. La baignoire se vide constamment, et finalement, elle sera à sec. Richard Durissen et Paul Estrada, dans une série d'études publiées dans Icarus en 2023, ont modélisé l'évolution à long terme des anneaux de Saturne sous l'influence combinée de l'étalement visqueux et de l'impact des micrométéoroïdes. Leurs simulations ont montré que des anneaux massifs, aussi massifs que ceux de Saturne à sa naissance, ne peuvent pas survivre plus de quelques centaines de millions d'années sous l'afflux mesuré de micrométéoroïdes. Les anneaux sont réduits, érodés
est transporté vers l'intérieur sur une échelle de temps qui est courte par rapport à l'âge du système solaire. Estrada a formulé une prévision inquiétante. Les anneaux rares et fins actuellement observés autour de Jupiter, Uranus et Neptune pourraient être les vestiges de systèmes d'anneaux qui étaient autrefois aussi massifs et spectaculaires que ceux de Saturne. Ces anneaux ont déjà été réduits à néant. Ceux de Saturne sont les prochains. Les anneaux les plus internes disparaîtront en premier. L'anneau D, le plus proche de la planète, est déjà ténu et s'estompe. L'anneau C, avec sa densité plus faible, suivra. L'énorme anneau B, le plus dense et le plus brillant de tous les principaux anneaux, contenant environ 2/3 de la masse totale des anneaux, persistera le plus longtemps. L'anneau B est si opaque qu'il bloque presque toute la lumière qui le traverse. Un mur de particules de glace si dense qu'il projette une ombre profonde sur les sommets nuageux de Saturne pendant les équinoxes. Sa structure est extraordinairement complexe, avec des milliers de fines bandes dont l'espacement et la densité varient selon des motifs qui ne sont pas encore entièrement expliqués. Certains de ces motifs pourraient être auto-organisés, le produit de la gravité et de la dynamique de collision des anneaux, créant une structure sans aucune lune externe pour l'influencer. L'anneau A, plus fin et moins massif, s'érodera plus rapidement. Il est séparé de l'anneau B par la division de Cassini et s'étend vers l'extérieur jusqu'à la division de Roche, au-delà de laquelle se trouve l'anneau F. L'anneau A contient les lacunes d'Encke et de Killer, les lunes propulseurs, et les vagues de densité provoquées par des résonances avec Mimas, Janus et Épiméthée. Son bord extérieur est nettement défini par la résonance 7/6 avec les lunes Janus et Épiméthée. Une résonance si précise qu'elle maintient une frontière nette dans un système par ailleurs diffus. L'anneau C, le plus intérieur des principaux anneaux, également connu sous le nom d'anneau crêpe en raison de son apparence translucide, est déjà le plus contaminé et le moins massif. Il pourrait être le premier à disparaître complètement, sa matière réduite en poussière et balayée dans l'atmosphère de Saturne dans les prochaines dizaines de millions d'années. L'anneau D, situé entre l'anneau C et la planète, n'est déjà guère plus qu'un faible murmure, à peine détectable même par les instruments de Cassini, mais même lui ne peut survivre indéfiniment face à l'érosion constante. Au cours des 100 à 300 millions d'années à venir, les anneaux de Saturne vont s'amincir, s'assombrir et s'estomper. La planète perdra lentement la caractéristique qui la définit. Et lorsque la dernière particule de glace spirale dans l'atmosphère de Saturne et se vaporise, le système solaire perdra la plus belle structure qu'il ait jamais contenue. Les anneaux ne sont pas simplement un disque statique de glace. Ils constituent l'une des structures les plus dynamiquement complexes du système solaire. Les principaux anneaux, désignés A, B et C, dans l'ordre de leur découverte, sont organisés en milliers de petites boucles individuelles, séparées par des espaces de largeur variée. Le plus large de ces espaces, la division de Cassini, mesure 4800 km de large et sépare les anneaux A et B. Il a été découvert en 1675 par Giovanni Cassini à l'aide d'un télescope réfracteur, et pendant des siècles, on a supposé qu'il était vide. Cassini a révélé qu'il ne l'est pas. Il contient une fine couche de matière, moins dense que les principaux anneaux, mais loin d'être vacante. Les espaces et les boucles sont maintenus par des résonances gravitationnelles avec les lunes de Saturne. Lorsqu'une particule d'anneau orbite Saturne à une période qui est une fraction simple de la période orbitale d'une lune, comme 2/1, 3/2 ou 5/3, les tiraillements gravitationnels répétés de la Lune s'accumulent, soit en évacuant la particule de l'orbite résonante, soit en la concentrant dans une étroite boucle. Ces résonances créent la structure complexe visible dans les images haute résolution de Cassini, un motif de bande brillante et sombre qui, lorsqu'il est examiné de près, révèle une complexité presque fractale. Les ondes de densité, des motifs en spirale dans la densité de surface de l'anneau, provoquées par des résonances avec les lunes, se propagent à travers les anneaux comme des ondulations dans un étang. Les vagues de flexion,
des oscillations verticales du plan de l'anneau, créent des ondulations qui projettent des ombres lors de l'équinoxe de Saturne, lorsque le Soleil éclaire les anneaux de profil. Lors de l'équinoxe de 2009, Cassini a photographié ces ombres, révélant des structures s'élevant jusqu'à 2,5 km au-dessus du plan de l'anneau, créées par l'influence gravitationnelle de petites lunes invisibles. Les anneaux contiennent également des perturbations en forme d'hélice, des zones dégagées créées par de petites lunes, mesurant de dizaines à des centaines de mètres de large, intégrées dans la matière de l'anneau. Ces lunes sont trop petites pour ouvrir un véritable espace, mais suffisamment grandes pour dévier gravitationnellement les particules voisines, créant une traînée distinctive en forme d'hélice. Cassini a découvert des centaines de ces hélices dans l'anneau A et en a suivi plusieurs au fil des ans, les observant migrer à travers la matière de l'anneau. Et puis, il y a les rayons, des marques sombres et radiales qui apparaissent et disparaissent dans l'anneau B, observé pour la première fois par Voyager en 1980. Les rayons sont composés de minuscules particules de poussière chargées, élevées au-dessus du plan de l'anneau par des forces électromagnétiques, et ils tournent avec le champ magnétique de Saturne plutôt qu'avec le mouvement orbital keplérien des particules de l'anneau. Ils semblent être saisonniers, devenant plus proéminents près de l'équinoxe et s'estompant lors du solstice. Leur mécanisme de formation exact est encore débattu, mais ils représentent l'un des rares endroits dans le système solaire où les forces électromagnétiques rivalisent visiblement avec la gravité à grande échelle. L'anneau F, une structure étroite et tourbillonnante, située juste au-delà de l'extrémité extérieure de l'anneau A, est sans doute l'anneau le plus dynamique de tous. Il est confiné et façonné par deux lunes bergères, Prométhée et Pandore, qui orbitent de part et d'autre. Prométhée, la bergère intérieure, s'approche périodiquement de l'anneau F et tire des filaments de matière, créant des canaux sombres et des ondulations lumineuses qui évoluent au fil des heures. L'anneau F a été observé en train de changer de forme, de former des nœuds, et même d'apparaître comme s'il se scindait puis se recombinait. C'est l'une des structures les plus visuellement spectaculaires et les moins stables de tout le système d'anneaux. Le trou d'Ancre, situé dans l'anneau A, est maintenu par la petite lune Pan, un corps de 28 km de diamètre dont la gravité dégage un espace de 325 km de large dans la matière de l'anneau. Pan a accumulé une fine crête de matière annulaire autour de son équateur, lui conférant une forme distinctive de noix ou de ravioli. Le trou de Killer, également dans l'anneau A, est maintenu par la lune encore plus petite Daphnis, mesurant seulement 8 km de large. Alors que Daphnis orbite, sa gravité crée des ondulations sur les bords du trou, visibles sous forme de vagues festonnées dans les images de Cassini. Ces vagues sont parmi les démonstrations les plus détaillées du modelage gravitationnel jamais observé. Une petite lune, plus petite que de nombreuses villes terrestres, laissant son empreinte dans une structure de 280 000 km de large. Les particules elles-mêmes sont principalement constituées de glace d'eau, plus de 99% de pureté. Leur taille varie de la poussière microscopique à des rochers de plusieurs mètres de large, avec la plus grande concentration dans la gamme du centimètre au mètre. Les particules entrent en collision doucement, à des vitesses relatives de seulement quelques millimètres par seconde, suffisamment douces pour qu'elles rebondissent plutôt que de se briser. Ces collisions délicates sont ce qui maintient la structure plate et fine des anneaux. Toute particule qui sort du plan de l'anneau est poussée à revenir par des collisions avec ses voisines. Les anneaux s'autorégulent. Leur planéité est maintenue par le même processus qui, avec le temps, pourrait les faire s'étendre et se dissiper. Chacune de ces caractéristiques, les trous, les résonances, les ondes de densité, les hélices, les rayons, racontent une histoire sur la physique des systèmes disques. Les anneaux de Saturne sont un laboratoire naturel pour comprendre la dynamique des disques plats, en rotation et en collision. La même physique fondamentale qui régit les disques protoplanétaires autour des jeunes étoiles, les disques d'accrétion autour des trous noirs et la structure des galaxies spirales. Les astrophysiciens qui étudient la formation de planètes autour d'autres étoiles
utilisent régulièrement les anneaux de Saturne comme terrain d'essai pour leurs modèles. Les ondes de densité dans les anneaux sont mathématiquement analogues aux bras spiraux des galaxies. L'étalement visqueux de la matière annulaire reflète l'évolution visqueuse des disques protoplanétaires. L'ouverture de trous par les lunes est directement analogue à l'ouverture de trous par les planètes dans les disques protoplanétaires. En fait, les premiers modèles théoriques d'interaction planète-disque ont été développés en partie par analogie avec la division de Cassini. Dans ce sens, les anneaux de Saturne sont une pierre de rosette cosmique, un exemple accessible et proche de la physique des disques qui peut être étudié avec un détail exquis, fournissant des aperçus qui s'appliquent au système disque à travers l'univers. Perdre les anneaux signifie perdre ce laboratoire. Les générations futures d'astronomes devront étudier la physique des disques sans le bénéfice de l'exemple le plus beau et le plus instructif du système solaire. Les anneaux ne sont pas seulement magnifiques. Ils sont scientifiquement essentiels et ils sont en train d'être consumés sous nos yeux. Le système de lune de Saturne est tout aussi diversifié et scientifiquement important que celui de Jupiter. Titan, la plus grande lune de Saturne et la deuxième plus grande lune du système solaire, est la seule lune dotée d'une atmosphère épaisse. Composée principalement d'azote, son atmosphère exerce une pression de surface 1,5 fois supérieure à celle de la Terre, un endroit unique dans le système solaire, à part notre planète, où l'on peut sentir le poids de l'air sur sa peau sans combinaison pressurisée. L'atmosphère de Titan contient du méthane et d'autres hydrocarbures participant à une photochimie complexe, produisant un épais brouillard orangé qui obscurcit la surface, rendant son observation visuelle difficile. Sous ce brouillard, les sondes Cassini et Huygens, qui a atterri sur Titan le 14 janvier 2005, ont révélé un monde parsemé de lacs, de rivières et de mers de méthane et d'éthane liquide. Titan possède un cycle hydrologique analogue à celui de l'eau sur Terre, avec des pluies de méthane, des rivières de méthane et des lacs de méthane. La plus grande mer, Kraken Mare, couvre environ 400 000 km², plus vaste que la mer Caspienne. Titan est le seul corps du système solaire, à part la Terre, où des liquides existent actuellement à la surface sous forme de masse stable et persistante. Sous la croûte glacée de Titan, il existe presque certainement un océan global d'eau liquide, similaire à ceux supposés sous Europa et Ganymède. La chimie complexe de la surface de Titan, ses molécules organiques atmosphériques et son océan souterrain en font l'une des cibles les plus fascinantes pour l'astrobiologie dans notre système solaire. La mission Dragonfly de la NASA, un aéronef à rotor propulsé par énergie nucléaire qui volera à travers l'atmosphère dense de Titan, est prévue pour un lancement en 2028, avec une arrivée en 2034. Dragonfly sera le premier véhicule à voler à la surface d'un autre monde depuis l'hélicoptère Ingenuity sur Mars. Mais il opérera dans une atmosphère beaucoup plus dense et sous une gravité bien plus faible, lui permettant de transporter un ensemble complet d'instruments scientifiques lors de vols de plusieurs kilomètres. Il sautera d'un site à l'autre à la surface de Titan, échantillonnant le terrain riche en organique et recherchant des signes de chimie prébiotique, les précurseurs chimiques de la vie. Titan est, à bien des égards, une capsule temporelle de la Terre primitive. Son atmosphère contient de l'azote et du méthane, les mêmes gaz que l'on pense avoir été présents dans l'atmosphère terrestre avant l'apparition de l'oxygène. La photochimie induite par la lumière ultraviolette produit des molécules organiques complexes, les tholins, qui tombent sur la surface, la recouvrant d'une épaisse couche de matière organique brun-rouge. Ces mêmes molécules, sur la Terre primitive, pourraient avoir constitué les éléments de base de l'émergence de la vie. Titan ne peut pas soutenir la vie telle que nous la connaissons à sa surface. La température, à moins 179 degrés Celsius, est bien trop froide pour l'eau liquide. Mais sa chimie offre un aperçu des processus qui ont précédé la vie sur notre propre planète. Et sous la glace et les organiques, l'océan souterrain de Titan, chaud, liquide et possiblement en contact avec un intérieur rocheux,
demeure l'une des cibles les plus captivantes en astrobiologie. Si une forme de vie exotique, non basée sur l'eau, pouvait exister dans les lacs de méthane de Titan, cela représenterait une biochimie fondamentalement différente de tout ce que l'on connaît sur Terre. Une seconde genèse avec un solvant différent, une chimie distincte et une histoire évolutive unique. Cette possibilité est spéculative, mais pas impossible, et les instruments de Dragonfly seront conçus pour rechercher des anomalies dans la chimie de surface de Titan qui pourraient indiquer une activité biologique. Encelade, une petite lune glacée de seulement 504 km de diamètre, est peut-être le monde le plus surprenant du système de Saturne. Cassini a découvert qu'Encelade est géologiquement active, avec des geysers de vapeur d'eau et de particules de glace jaillissant de fractures près de son pôle sud, surnommées rayures de tigre. Les geysers alimentent l'anneau E de Saturne et indiquent la présence d'un océan souterrain d'eau liquide sous la coque de glace. Cassini a survolé les geysers d'Encelade et a analysé leur composition. Il a découvert de l'eau, des sels, des nanoparticules de silice, indiquant une activité hydrothermale au fond de l'océan, et des molécules organiques, y compris, dans une analyse de 2018 des données de Cassini, des composés organiques macromoléculaires complexes avec des poids moléculaires supérieurs à 200 unités de masse atomique. La combinaison d'eau liquide, d'énergie hydrothermale et de chimie organique fait d'Encelade l'un des endroits les plus prometteurs du système solaire pour l'existence d'une vie microbienne. La découverte de l'océan et des geysers d'Encelade a été l'un des résultats scientifiques les plus marquants de la mission Cassini, et cela a été totalement inattendu. Avant l'arrivée de Cassini, Encelade était considéré comme un petit monde froid et géologiquement mort. La révélation qu'il éjecte activement de la matière provenant d'un océan souterrain a transformé notre compréhension des environnements habitables. Avant Encelade, la vision dominante était que les environnements habitables nécessitaient une proximité avec une étoile, que seules les planètes situées dans la zone habitable pouvaient abriter de l'eau liquide. Encelade a brisé cette hypothèse. Voici un monde de seulement 504 km de diamètre, orbitant à 1,4 milliard de kilomètres du Soleil, dans une région où le chauffage solaire est négligeable, et il possède un océan chaud, salé et chimiquement actif. La chaleur ne provient pas du Soleil, mais des forces de marée, le fléchissement gravitationnel de l'intérieur d'Encelade alors qu'il orbite Saturne dans une résonance 2:1 avec Dionée. Les implications vont bien au-delà du système solaire. Si un corps aussi petit qu'Encelade peut maintenir un océan habitable grâce au chauffage par marée, alors les océans souterrains pourraient être extraordinairement communs dans l'univers, présents non seulement sous la glace des lunes de notre propre système solaire, mais aussi sous les surfaces des lunes glacées orbitant des exoplanètes géantes à travers la galaxie. Le nombre d'environnements potentiellement habitables dans l'univers pourrait être bien plus important que ce que l'on avait estimé auparavant, car nous cherchions au mauvais endroit. Nous cherchions de l'eau liquide à la surface des planètes dans les zones habitables. Nous devrions également chercher de l'eau liquide sous la glace des lunes dans n'importe quelle orbite où le chauffage par marée est suffisant. Encelade a réécrit les règles. Et cela s'est produit parce que Cassini a eu la chance de passer et de remarquer des geysers éruptant d'une lune que personne n'avait jamais vraiment considérée. La taille n'est pas un prérequis pour l'activité géologique. Le chauffage par marée, alimenté par l'interaction gravitationnelle entre Encelade, Dionée et Saturne, fournit l'énergie qui maintient l'océan liquide et les geysers en éruption. Les autres lunes de Saturne incluent Iapetus, avec sa surface dramatique bicolore, un hémisphère brillant comme la neige, l'autre sombre comme du charbon, et une massive crête équatoriale qui lui donne l'apparence d'une noix. Hyperion, une lune de forme irrégulière avec une surface poreuse et marquée de cratères qui tourne de manière chaotique dans l'espace. Sa rotation est imprévisible, régie par des dynamiques chaotiques qui en font l'un des rares objets du système solaire avec un comportement de rotation véritablement non répétitif. Si vous pouviez vous tenir sur la surface d'Hyperion,
le Soleil se lèverait d'une direction différente chaque jour, ou ne se lèverait pas du tout, selon le tumulte actuel. Iapetus mérite une attention particulière. Sa surface bicolore, un hémisphère aussi éclatant que la neige fraîche, l'autre aussi sombre que l'asphalte, a intrigué les observateurs depuis que Cassini, l'astronome, pas la sonde, a d'abord remarqué qu'Iapetus semblait disparaître d'un côté de Saturne pour réapparaître de l'autre. On pense que le matériau sombre est de la poussière recueillie depuis l'anneau de Phibie, un vaste anneau ténu orbitant dans la direction opposée à celle d'Iapetus, généré par les impacts sur la lointaine lune Phibé. Alors qu'Iapetus fend ce débris, il accumule du matériau sombre sur son hémisphère de tête, qui absorbe alors plus de lumière solaire, se réchauffe légèrement, provoquant la sublimation de la glace qui se redépose sur l'hémisphère de queue. Le résultat est une boucle de rétroaction auto-renforçante qui a divisé la Lune en deux moitiés radicalement différentes. Un processus appelé migration thermique. Iapetus présente également une immense crête équatoriale, un mur de montagne dont certaines atteignent 20 km de hauteur, s'étendant le long de l'équateur sur au moins 1300 km. Cette crête donne à Iapetus l'apparence d'une noix ou d'une sphère scellée par des coutures. Son origine reste inconnue. Les hypothèses incluent l'effondrement d'un ancien système d'anneaux autour d'Iapetus lui-même, la compression résultant d'une période de rotation rapide ou un soulèvement convectif provenant de l'intérieur. Aucun consensus n'a été atteint. Mimas, dont l'énorme cratère Herschel lui confère une ressemblance frappante avec l'étoile de la mort de Star Wars, et Phibie, une lune sombre et lointaine, orbitant à contresens, probablement capturée depuis la ceinture de Kuiper, dont la poussière crée l'énorme et ténu anneau de Phibie qui écrase tous les autres anneaux de Saturne en diamètre. Saturne compte 146 lunes confirmées selon les dernières enquêtes, plus que n'importe quelle autre planète. Son système lunaire est un laboratoire pour étudier les forces de marée, les résonances orbitales, les processus de surface et les mondes océaniques. Et au centre de tout cela, alimentant l'anneau E, interagissant gravitationnellement avec les anneaux principaux et façonnant la dynamique orbitale de l'ensemble du système, se trouvent les lunes dont la gravité a peut-être à la fois créé et est maintenant en train de détruire les anneaux. La mission Cassini a été l'une des entreprises scientifiques les plus réussies et les plus marquantes de l'histoire humaine. Lancée en 1997, la sonde est arrivée à Saturne en 2004 et a passé 13 ans à orbiter la planète, réalisant 294 orbites, 162 survols ciblés de Lune et renvoyant plus de 450 000 images. Elle transportait la sonde Huygens, construite par l'Agence spatiale européenne, qui a descendu à travers l'atmosphère de Titan et s'est posée sur sa surface, le plus lointain atterrissage de toute sonde spatiale dans l'histoire. Et dans ces derniers mois, les orbites du grand final ont fourni les mesures qui ont révolutionné notre compréhension des anneaux de Saturne. Le 15 septembre 2017, alors que son carburant était presque épuisé, Cassini a plongé dans l'atmosphère de Saturne et a été détruite. Un sacrifice délibéré pour s'assurer que la sonde ne s'écraserait pas accidentellement et ne contaminerait pas Encelade ou Titan, qui pourraient tous deux abriter des conditions propices à la vie. La sonde a transmis des données jusqu'à la toute fin, ces instruments enregistrant la composition de l'atmosphère supérieure de Saturne alors qu'elle descendait. Le signal a été perdu à 7h55, heure de l'Est, lorsque l'antenne de Cassini n'a plus pu maintenir son verrouillage sur la Terre. Au centre de contrôle de la Jet Propulsion de Laboratory, le signal a chuté. Des applaudissements ont éclaté, puis des larmes. Les ingénieurs qui avaient passé des décennies à construire, lancer et faire fonctionner la sonde se sont tenus en silence. La scientifique en chef du projet, Linda Spilker, a simplement déclaré « Elle va me manquer ». La sonde avait transmis des données pendant 13 ans, 76 jours et plusieurs heures. Pendant ce temps, elle avait fondamentalement transformé notre compréhension de Saturne, de ses anneaux et de ses lunes. Et puis elle était partie, consumée par l'atmosphère de la planète qu'elle avait étudiée,
ces atomes devenant une partie de Saturne elle-même. La décision de détruire Cassini a été motivée par des considérations de protection planétaire. Encelade, avec son océan souterrain et ses évents hydrothermaux, est considéré comme un habitat potentiel pour la vie. Si Cassini, hors de contrôle et à court de carburant, avait percuté Encelade, cela aurait pu contaminer la Lune avec des micro-organismes terrestres ayant survécu au voyage depuis la Terre. Le risque était faible, mais inacceptable. La même prudence s'applique à Titan. En plongeant Cassini dans Saturne, un monde où aucune forme de vie ne pourrait survivre, l'équipe a veillé à ce que les lunes restent intactes pour de futures explorations. C'était un acte de responsabilité scientifique qui a également servi de dernier hommage. Cassini avait passé 13 ans à orbiter autour de Saturne, et à la fin, il est devenu partie intégrante de la planète. Ces atomes se sont mêlés à l'hydrogène, à l'hélium et à l'eau de l'atmosphère de Saturne, et peut-être à une partie de l'eau des anneaux qui tombait à ce même moment, lorsque l'antenne de Cassini ne pouvait plus maintenir son contact avec la Terre. La sonde avait transmis des données pendant 13 ans, 76 jours et plusieurs heures. Et puis, elle a disparu. Les données des derniers instants de Cassini, la composition de l'atmosphère de Saturne, la masse des anneaux, le flux de matière des anneaux vers la planète, la structure du champ magnétique entre les anneaux et les sommets des nuages, ont fourni des découvertes qui continuent d'être analysées des années après la fin de la mission. Le grand final n'était pas simplement une conclusion dramatique, c'était l'acte d'exploration le plus audacieux que la mission ait jamais tenté. Les orbites ont conduit Cassini à travers une région de l'espace qui n'avait jamais été explorée. Le passage étroit entre le D-ring le plus interne de Saturne et les sommets des nuages. Avant le premier passage, personne ne savait ce que la sonde allait rencontrer. La région serait-elle remplie de débris capables de détruire Cassini au contact? Le champ magnétique serait-il si intense que les instruments seraient submergés? La première plongée, le 26 avril 2017, est étendue. L'équipe de mission a orienté Cassini avec son antenne à gain élevé, pointée vers l'avant, agissant comme un bouclier contre les particules dans le passage. La sonde est restée silencieuse pendant plusieurs heures alors qu'elle traversait la région, hors de communication avec la Terre. Lorsque le signal a été rétabli, les données ont révélé une surprise. Le passage était presque vide. L'espace entre les anneaux et la planète était plus propre que prévu, presque dépourvu de particules. Cassini avait trouvé un corridor sûr et les 21 plongées restantes se sont déroulées avec l'antenne tournée vers la Terre, permettant une transmission continue de données. Au cours de ces dernières orbites, les instruments de Cassini ont effectué des mesures qui n'auraient pu être réalisées depuis aucun autre point de vue. Les mesures de gravité qui ont déterminé la masse des anneaux, les mesures du champ magnétique qui ont révélé la rotation profonde de l'atmosphère de Saturne, la détection in situ de matière des anneaux tombant dans l'atmosphère, le premier échantillonnage direct de l'atmosphère supérieure de Saturne. Chaque mesure était unique, des données qui ne seront jamais répétées, car aucune mission future n'est prévue pour survoler cette région. C'était le point culminant scientifique de toute la mission, le moment où Cassini s'est approché de Saturne plus que n'importe quelle sonde auparavant et a renvoyé des mesures qui n'auraient pu être obtenues autrement. Actuellement, il n'y a pas de mission successeur approuvée pour Saturne. Le Dragonfly de la NASA visitera Titan, mais aucun orbiteur n'est prévu pour retourner à Saturne elle-même. Les anneaux, dans leur état actuel, pourraient ne pas être observés par une autre sonde pendant des décennies. Et lorsque nous reviendrons, ils auront diminué. Plusieurs missions conceptuelles vers le système de Saturne ont été proposées. Une sonde atmosphérique de Saturne, analogue à la sonde Galilée qui a pénétré l'atmosphère de Jupiter, mesurerait la composition et la structure de l'atmosphère profonde de Saturne, y compris l'abondance d'hélium, essentielle pour comprendre la pluie d'hélium. Un observatoire des anneaux, un petit vaisseau spatial en orbite rapprochée, pourrait surveiller la pluie d'anneaux en temps réel
suivant le taux de perte de masse et ses variations saisonnières. Une mission de recherche de vie sur Encelade pourrait traverser les geysers de la Lune avec des instruments spécifiquement conçus pour détecter des acides aminés, des lipides et d'autres signatures moléculaires de la vie. Cependant, aucune de ces missions n'est actuellement financée. Le prochain vaisseau spatial à visiter le système de Saturne sera Dragonfly, qui arrivera sur Titan en 2034. Mais Dragonfly est une mission dédiée à Titan, pas à Saturne, et elle n'étudiera pas les anneaux en détail. Une mission dédiée aux anneaux de Saturne nécessiterait un nouveau départ, un nouveau budget et un nouvel engagement politique. Et les délais de l'exploration spatiale se mesurent en décennies. Les anneaux seront visiblement différents lorsque qu'un futur orbiteur arrivera. La perte de masse est continue. La ceinture D pourrait être considérablement diminuée. Le niveau de contamination de la ceinture C aura augmenté. L'ensemble du système aura évolué, plus sombre, plus mince, plus proche de sa fin. Chaque décennie que nous attendons est une décennie de perte d'anneaux que nous ne pourrons jamais récupérer. Et lorsque nous reviendrons, ils auront perdu en épaisseur. La pluie d'anneaux aura continué. Le tapis roulant aura transporté plus de glace dans l'atmosphère de Saturne. Les anneaux que nous verrons ensuite ne seront pas ceux que Cassini a observés. Ils seront une version diminuée, un chapitre ultérieur d'une histoire qui approche déjà de ses dernières pages. Reculons un instant, loin des mesures de poussière, des estimations de masse et des calculs gravitationnels, et considérons ce que cela signifie d'être en vie à ce moment précis. Saturne a 4,5 milliards d'années. Pendant la majeure partie de ce temps, environ 4,1 à 4,4 milliards d'années, elle n'avait pas d'anneaux. C'était un géant gazeux nu, d'or pâle et rayé, orbitant dans le système solaire extérieur sans ornement. Puis, il y a peut-être entre 100 et 400 millions d'années, quelque chose s'est produit. Une lune a été déchirée. Une comète a été pulvérisée. Une collision a produit un nuage de débris qui s'est étendu, aplati et s'est installé dans la structure que nous voyons aujourd'hui. Et maintenant, cette structure s'efface. La pluie d'anneaux transporte de la matière dans l'atmosphère de Saturne à un rythme qui consommera entièrement les anneaux dans les 100 à 300 millions d'années à venir. Les anneaux existent dans une fenêtre, un bref intervalle de la longue vie de Saturne où la glace orbite dans un disque plat autour de l'équateur de la planète. La fenêtre s'est ouverte récemment. Elle se fermera bientôt. Et nous, une espèce qui existe depuis quelques centaines de milliers d'années, qui a eu des télescopes pendant 4 siècles, qui a envoyé un vaisseau spatial vers Saturne pendant 13 ans, sommes ici, en ce moment, au milieu de cette fenêtre. La probabilité de cette coïncidence est faible. Saturne existe depuis 4,5 milliards d'années. Les anneaux existent depuis peut-être 200 millions. Le chevauchement entre l'existence des anneaux et celle d'une espèce capable de les apprécier est, au maximum, de quelques centaines de milliers d'années sur 4,5 milliards, un ratio d'environ 1 pour 10 000. Nous assistons à quelque chose de rare, quelque chose de temporaire, quelque chose que l'univers ne répétera pas sous cette forme particulière. Cela soulève ce que certains scientifiques ont appelé le problème du timing des anneaux. Si les anneaux sont jeunes et de courte durée, pourquoi sommes-nous là pour les voir? Est-ce simplement une coïncidence, ou y a-t-il quelque chose de plus profond en jeu? Une possibilité est que ce ne soit qu'une coïncidence, un accident heureux sans signification plus profonde. Les anneaux se sont formés récemment, ils disparaîtront bientôt et nous sommes ici, au milieu. La probabilité est faible, mais pas impossible, et l'univers est suffisamment vaste pour contenir de nombreux événements à faible probabilité. Une autre possibilité est que les systèmes d'anneaux autour des planètes géantes soient plus courants que nous ne le pensons. Peut-être que les anneaux se forment et se détruisent continuellement tout au long de la vie d'une planète géante, créée par la destruction occasionnelle d'une lune ou la capture d'une comète, puis érodée sur quelques centaines de millions d'années avant d'être reformée par la prochaine catastrophe. Si les systèmes d'anneaux apparaissent et disparaissent sur des échelles de temps de plusieurs centaines de millions d'années,
alors, à tout moment donné, il y a une probabilité raisonnable qu'au moins une planète géante du système solaire possède des anneaux proéminents. Le problème de la temporalité est moins sévère si les anneaux sont épisodiques plutôt que singuliers. Une troisième possibilité, plus spéculative, est que le même événement qui a créé les anneaux, la destruction de Chrysalis ou tout cataclysme ayant produit les débris, ait également eu des effets ailleurs dans le système solaire, liés aux conditions ayant permis l'émergence de la vie intelligente. Cela semble peu probable et non fondé, mais cela illustre le type de question que soulève le problème de la temporalité des anneaux. Pour l'instant, la réponse la plus simple est la meilleure. Nous avons de la chance. Les anneaux sont là. Nous sommes là. Et ces deux conditions sont temporaires. Un ratio d'environ 1 pour 10 000. Nous assistons à quelque chose de rare, quelque chose de temporaire, quelque chose que l'univers ne répétera pas. C'est ce que James O'Donoghue voulait dire lorsqu'il a déclaré « Nous avons de la chance d'être là pour voir le système d'anneaux de Saturne qui semble être au milieu de sa vie. » Dire que nous avons de la chance est un euphémisme. Nous sommes les seuls observateurs connus d'un phénomène qui a un début défini et une fin définie. Et notre civilisation entière s'inscrit dans une fraction de pourcent de sa durée. Chaque photographie des anneaux de Saturne est une image de quelque chose qui ne durera pas. Chaque observation est un enregistrement de quelque chose qui, particule par particule, se dissout dans la planète qu'il orne. Les anneaux de Saturne ne sont pas une caractéristique permanente du système solaire. Ils sont un moment, un souffle, un éclat de beauté dans le temps profond du cosmos, existant juste assez longtemps pour être vus par des esprits capables de comprendre ce qu'ils voient. Nous sommes ces esprits. L'espèce qui a évolué à partir de micro-organismes sur une petite planète rocheuse dans le système solaire interne, qui a développé des mathématiques, des télescopes et des moteurs fusées, qui a envoyé une sonde dans un voyage de 7 ans vers un géant gazeux situé à 1,4 milliard de kilomètres et qui a découvert, dans les dernières semaines de la vie de cette sonde, que la chose la plus belle qu'elle était venue étudier était temporaire. Il y a quelque chose à la fois sobre et exaltant dans cette découverte. Sobre parce que les anneaux ne dureront pas. Exaltant parce que nous sommes là pour les voir. Nous ne sommes pas arrivés trop tôt, avant l'existence des anneaux. Nous ne sommes pas arrivés trop tard, après qu'ils se soient estompés. Nous sommes arrivés au moment précis, au siècle précis, au millénaire précis, pour être témoins du phénomène naturel le plus spectaculaire du système solaire à son apogée de beauté. Ce n'est pas une garantie, c'est une coïncidence. Et comme toutes les coïncidences, elle est fragile. Si la civilisation humaine avait émergé il y a 500 millions d'années, nous n'aurions pas vu les anneaux. Si elle émerge dans 500 millions d'années, les anneaux auront disparu. Notre fenêtre d'observation est une fente de temps si étroite que, à l'échelle de l'histoire du système solaire, elle existe à peine. Pourtant, nous y sommes. Levant les yeux, voyant les anneaux, les comprenant, les mesurant, les photographiant, les enregistrant pour la postérité afin que les générations futures, qui ne connaîtront peut-être Saturne que comme un géant gazeux nu et rayé, sachent ce qui était autrefois là. Considérons ce que cela implique pour le reste de l'univers. Saturne n'est pas la seule planète à avoir eu des anneaux. Jupiter, Uranus et Neptune possèdent aujourd'hui des systèmes d'anneaux, fins, sombres et ténus par rapport à ceux de Saturne, mais bien présents. Ces systèmes d'anneaux pourraient être les vestiges d'anneaux autrefois massifs, déjà réduits à néant par les mêmes processus qui consument ceux de Saturne. Si de grands anneaux sont une caractéristique commune mais temporaire des planètes géantes, se formant à partir de la destruction de l'une et s'estompant au fil de quelques centaines de millions d'années, alors l'univers pourrait être peuplé de planètes géantes qui ont jadis eu des systèmes d'anneaux spectaculaires et qui n'en ont plus aujourd'hui. L'implication est saisissante. Nous vivons peut-être non seulement un moment spécial de l'histoire de Saturne, mais aussi un moment unique de l'histoire du système solaire, une époque où au moins une planète géante
possède encore un système d'anneaux assez magnifique pour être qualifié d'iconique. Dans 1 milliard d'années, chaque planète du système solaire pourrait avoir des anneaux fins et clairsemés, semblables à ceux d'Uranus, ou ne plus en avoir du tout. L'ère des anneaux spectaculaires pourrait toucher à sa fin, pas seulement pour Saturne, mais pour l'ensemble du système solaire. Cela confère aux anneaux de Saturne une couche supplémentaire de signification. Ils ne sont pas simplement une caractéristique esthétique d'une planète. Ils pourraient être les derniers grands anneaux du système solaire, l'ultime expression d'un phénomène qui était autrefois plus courant, qui s'estompe depuis des milliards d'années et qui finira par disparaître complètement. Les anneaux de Saturne sont un cadeau, non pas d'une intention ou d'un dessein, mais des mécaniques aveugles, belles et indifférentes de la gravité et du temps. Une lune a été détruite. Les débris se sont agencés en un disque de glace. La glace capte la lumière d'un soleil lointain et la diffuse à travers 1 milliard de kilomètres d'espace, dans l'objectif d'un télescope, dans le capteur d'une caméra, dans l'œil d'un être qui comprend, pour la première fois dans l'histoire de l'univers, ce qu'il voit et combien de temps cela durera. Les anneaux de Saturne rappellent que beauté et permanence ne sont pas synonymes. Les caractéristiques les plus belles du cosmos sont souvent les plus éphémères. Une supernova brille pendant des semaines, puis s'éteint. La queue d'une comète scintille pendant des mois, puis se dissipe. Une aurore brille pendant des heures, puis disparaît. Et les anneaux de Saturne, la structure visuellement la plus époustouflante du système solaire, ne dureront que quelques centaines de millions d'années dans une histoire cosmique mesurée en milliards. Cela ne les diminue pas. Au contraire, cela les rend plus précieux. Un diamant est apprécié en partie pour sa permanence. Mais un coucher de soleil est valorisé précisément parce qu'il ne dure pas. Les anneaux de Saturne sont le coucher de soleil du système solaire, un phénomène d'une beauté écrasante qui, par sa nature même, est en train de passer. Et comme un coucher de soleil, ils sont mieux appréciés par ceux qui comprennent qu'ils assistent à quelque chose qui ne se reproduira pas. 4 milliards et demi d'années d'histoire planétaire, quelques centaines de millions d'années d'anneaux, quelques centaines d'années d'observation humaine, quelques décennies d'exploration spatiale. Et pendant tout ce temps, dans toute cette vaste histoire cosmique, patiente et indifférente, une espèce, sur une petite planète, dans le système solaire intérieur, a regardé vers l'extérieur et a vu les anneaux, les a compris, les a mesurés, les a nommés, et a su, avec la clarté douce amère de la compréhension scientifique, qu'ils ne dureraient pas. Les anneaux sont encore là ce soir. Ils seront là demain, l'année prochaine et le siècle suivant. Mais pas pour toujours. Rien n'est éternel, ni les anneaux, ni la planète, ni le soleil, ni l'espèce qui les observe. La seule permanence réside dans la compréhension elle-même, dans la connaissance que nous avons acquise en regardant, en mesurant, en envoyant une sonde nommée Cassini orbiter une planète nommée Saturne et en découvrant que la chose la plus belle du système solaire est aussi la plus temporaire. Il y a 400 ans, Galilée regardait à travers un petit télescope et apercevait quelque chose d'étrange. 2 protubérances de chaque côté d'un disque pâle qu'il décrivait comme les oreilles de Saturne. Il ne pouvait pas résoudre les anneaux, il ne comprenait pas ce qu'il voyait. En 1655, Christian Huygens réalisa que Saturne était entouré d'un anneau plat, incliné par rapport à l'écliptique. En 1859, James Clerk Maxwell prouva mathématiquement que les anneaux ne pouvaient pas être solides. Ils devaient être composés d'innombrables particules individuelles, chacune en orbite indépendante. Et en 2017, Cassini plongea entre les anneaux et la planète, nous révélant que ces particules, ces innombrables morceaux de glace scintillants, existent depuis moins d'un dixième de l'âge de la planète et disparaîtront avant qu'un autre dixième ne soit écoulé. De ces oreilles de Galilée à la dernière transmission de Cassini, l'histoire des anneaux de Saturne est celle de la compréhension humaine qui s'approfondit, décennie après décennie, siècle après siècle, mission après mission.
Chaque génération voyait plus clairement. Chaque instrument révélait plus de structure. Et au final, la vérité la plus profonde que les anneaux ont révélée était sur eux-mêmes. Ils sont temporaires, ils ne sont pas éternels. Et notre chance de les voir ne l'est pas non plus. Quelque part dans le système solaire extérieur, à 1,4 milliard de kilomètres du Soleil, Saturne tourne lentement dans l'obscurité. Ces anneaux captent la faible lumière du Soleil et la renvoient. 1 billion de milliards de particules de glace, chacune étant un petit miroir, chacune orbitant à sa propre vitesse, chacune spirale lentement, imperceptiblement vers la planète qui finira par les engloutir. Les anneaux brillent, les anneaux s'amincissent, les anneaux pleuvent. Et pour l'instant, pour ce moment bref, improbable et irrépétable, ils sont encore là, encore brillants, encore magnifiques, encore à nous de voir. Et plus nous écoutons attentivement, plus ils se révèlent.